On va démarrer le cycle de présentation avec Emmanuel Champion qui est en ligne, Emmanuel, et puis avec donc c'est une présentation à deux avec également Michel Mongo. Donc, Emmanuel Champion est professeur à l'École des sciences de l'administration de l'Université TELUC et ses travaux portent sur les transformations socio-écologiques. Et puis, Michel Mongo est maître de conférences spécialisé en économie d'innovation au sein de l'École des mines de Saint-Étienne en France. Et sa recherche porte sur les études sur les innovations et les impacts selon les contextes géographiques, nord et ou sud. Donc, je vous cède la parole. Merci Mathias. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, on va faire cette présentation donc, à deux voix avec Emmanuel Champion qui est en ligne avec nous. Donc avec Emmanuel, on va vous faire un retour sur un numéro spécial qu'on a eu l'opportunité de coordonner et qui portait sur l'économie circulaire dans le Sud global. Donc le numéro spécial était dans la revue Vertigo. Donc si vous souhaitez aller plus loin et voir, les documents sont disponibles en ligne. Alors, en termes d'organisation de la présentation, donc moi, je veux revenir sur le contexte et les ambitions de ce numéro spécial. Ensuite, je parlerai un peu des tensions de l'économie circulaire qui ont un peu orienté ce numéro spécial. Ensuite, Emmanuel va intervenir pour faire un retour sur les papiers que nous avons reçus, donc à travers une lecture croisée des études de cas. Et puis, je terminerai sur les enseignements et les perspectives de recherche et d'action. Alors, je le disais, on fait cette présentation à deux voix, mais en réalité, ce numéro spécial, il est le fruit d'un travail collaboratif, puisqu'il a été coordonné également avec d'autres chercheurs, dont Emmanuel Ronflet, qui est professeur à HEC Montréal, et Alexandre Crouzet et Sébastien Weisenberger, qui sont professeurs à l'Université TELUC. Alors, ce projet, il est parti d'un constat. On s'est réunis et on a observé qu'il y a une montée en puissance de la thématique de l'économie circulaire, des recherches sur l'économie circulaire. Et on s'est rendu compte que la majorité de ces travaux étaient portés en fait par des chercheurs qui sont localisés au nord. Et l'économie circulaire au sud, on voyait assez peu de littérature sur ce contexte-là. Or, on sait qu'il existe des pratiques circulaires au sud, bien qu'ils ne soient pas nommés comme tels, hein, des pratiques de récupération, de réutilisation, de réemploi. Et donc, à travers ce numéro spécial, on a souhaité ouvrir un peu les réflexions autour de cette économie circulaire dans le sud global. Alors, notre objectif, notre ambition, il était de plusieurs ordres. Ce qu'on souhaitait, c'était d'abord de clarifier les fondements théoriques autour de l'économie circulaire. Est-ce qu'il existe vraiment une théorie de l'économie circulaire? Est-ce qu'il y a une spécificité au Sud? La deuxième ambition, c'était de donner la voix aux acteurs de l'économie circulaire au Sud afin qu'ils puissent nous rendre compte des mécanismes de circularité qu'il y a au Sud et des outils et des instruments qu'ils mobilisent pour pouvoir mettre en œuvre des pratiques de circularité. Et puis, ce qu'on souhaitait aussi, c'était d'avoir une vision un peu large des acteurs qui mettent en œuvre l'économie circulaire, donc avoir une espèce de cartographie de l'écosystème circulaire au Sud. Alors, je le disais, hein, ce numéro spécial, il est parti de ce constat qu'il y a beaucoup de travaux sur l'économie circulaire, plutôt au nord. Et en fait, ces travaux sont largement portés par des stratégies politiques qui sont largement orientées vers la décarbonation. Sein de l'Union européenne, on a un pacte vert qui a été signé et qui vise à faire de l'Union européenne une économie sans carbone d'ici 2050. Et donc, ce pacte vert-là, il se traduit par un plan d'action sur l'économie circulaire, un plan d'action sur l'économie circulaire dans lequel on va retrouver un ensemble de directives. Il y a une directive sur les déchets plastiques. En France, on a une loi anti-gaspillage. Voilà, tout un arsenal en fait de stratégies qui oriente la circularité qui est en fait une circularité qui est prescrite. Alors au sud, on remarque que cette circularité, elle est plutôt vécue et elle part de la base de la population. Elle est portée par des pratiques informelles, elle est endogène. Je disais, elle se traduit par de la réemploi, de la réparation, de la récupération. Et c'est une circularité qui s'adapte aux contraintes, à la contrainte de ressources. Et donc, essayer d'importer ce modèle de circularité prescrite au sud, eh ben, ça peut être source de tension. Et donc, cette tension-là, on a voulu faire apparaître cette tension-là dans ce numéro spécial. Et c'est ce qui a orienté aussi la ligne éditoriale qui a été le nôtre dans ce numéro spécial. Donc voilà, on a lancé un appel
contribution. Et puis, on a reçu un certain nombre de papiers dont Emmanuel va vous faire un retour à travers une lecture croisée. Merci Michel. Donc nous avons analysé les enjeux associés à ces deux chemins empruntés par l'économie circulaire que vient de nous présenter Michel, la circularité prescrite et la circularité vécue dans les contextes du Sud, donc essentiellement dans trois pays. Les papiers que nous avons reçus, que nous avons sélectionnés finalement portaient sur trois pays, le Sénégal, la Tunisie et et la Colombie. Alors, malgré notre corpus de contributions limité, celui-ci offre à voir une diversité de trajectoires, d'adaptations et également les tensions qu'elle révèle entre circularité prescrite et circularité vécue. Alors, les 5 articles offrent des analyses, comme vous pouvez le voir dans le tableau, des dynamiques institutionnelles et de ces enjeux dans les secteurs de l'orpaillage artisanal au Sénégal, les recycleurs informels en Colombie, la collecte des déchets du secteur informel en Tunisie. Et ça, c'est le haut c'est la circularité, c'est les études de cas qui documentent la circularité endogène et la circularité prescrite, pardon, portait essentiellement sur les politiques les politiques publiques menées par des acteurs institutionnels pour soutenir le déploiement de l'économie circulaire. Alors, dans la perspective de la circularité vécue, rapidement, non, ça va être toujours sur la même diapositive. Merci Michel. Alors, ces articles-là, les 3 articles qui sont en haut du tableau, soulignent tous le rôle central des travailleurs, des acteurs qui demeurent largement invisibilisés dans les politiques publiques, notamment. Donc, ces contributions soulignent le rôle central à la circularité sous contrainte. On y voit les conditions de travail des mineurs, des recycleurs informels et des berbers de chasse. Et ces contributions mettent en lumière également des pratiques, ainsi qu'on peut observer également leur efficacité et des outils aussi qui sont issus de la contrainte. Je pense notamment à des cartographies des flux. Alors, cette circularité par le bas contraste avec les articles de l'été, Hall et de Sarr qui offrent à voir, avec une lecture critique, euh, les réformes importantes et les initiatives qui sont portées par des agences gouvernementales, des ONG, des partenaires économiques. Et ces articles proposent un portrait nuancé qui souligne le potentiel d'articulation en fait entre les pratiques locales et les politiques nationales. On y note également ce qui transparaît dans ces 2 articles, c'est qu'il existe, bien entendu, il existe des tensions entre les ambitions des politiques publiques qui demeurent fragiles et la vitalité des initiatives locales et communautaires. Alors, on va passer à l'autre diapositive. Donc, ici, nous vous proposons une cartographie qui situe ces études de cas sur un axe allant de la circularité vécue à la circularité prescrite à l'horizontale et un axe vertical qui oppose marginalisation et reconnaissance des acteurs de l'économie circulaire. Alors, cette cartographie met en évidence des configurations contrastées de reconnaissance sociale et de marginalisation. Et elle met en lumière la pluralité des trajectoires institutionnelles et des enjeux. Et elle met également en évidence une corrélation implicite entre formalisation et reconnaissance. Alors, ça veut dire que plus la circularité est institutionnalisée, plus les acteurs impliqués tendent à être reconnus. À l'inverse, plus elle est ancrée dans les pratiques informelles, plus elle est susceptible d'être marginalisée. Mais cette lecture, finalement, doit être nuancée, car elle révèle aussi une autre tension fondamentale, c'est que les formes de circularité les plus reconnues ne sont pas nécessairement celles qui sont les plus effectives sur le terrain, et inversement, les formes les plus
les formes les plus efficaces ne sont pas celles également qui sont les formes les plus... Attendez, inversement, excusez-moi. Hop, je me suis embrouillée. Les formes, pardon, les plus opérationnelles peuvent être les moins visibles et les moins légitimes d'un point de vue institutionnel. Alors, ainsi, alors je vais passer à la suivante, s'il vous plaît. Alors, pour finir, je commence les enseignements que va terminer Michel. Alors, en termes d'enseignement, on note 5 grandes tensions qui traversent les études de cas, et celles-ci sont vraiment importantes pour mieux saisir finalement les enjeux de politique publique dans de l'économie circulaire dans le Sud. Alors, la première tension, on l'a déjà dit, oppose le global et le local. Donc, on voit bien une confrontation entre les modèles importés du Nord et les pratiques situées dans le Sud. Alors, cette tension produit des effets de déconnexion dans la mesure où les dispositifs proposés ne correspondent pas toujours aux logiques déjà en place. La deuxième oppose prescrit et vécu. D'un côté, des normes formelles, des cadres institutionnels, des politiques publiques, de l'autre, des pratiques informelles, souvent efficaces mais peu reconnues. Alors, cette coexistence génère des formes de friction, voire d'incompatibilité entre les deux registres. La troisième, inclusion versus marginalisation, on en a déjà bien parlé. Donc, souvent, les travailleurs sont exclus des dispositifs de reconnaissance, ce qui produit des enjeux d'injustice à la fois économique et sociale. La quatrième, économie versus justice sociale. On voit que des logiques marchandes apparaissent, accompagnent l'institutionnalisation, pardon, ce qui produit bien entendu des enjeux d'inégalité. Et il y a aussi la question, on en a un peu parlé, des outils versus la réalité, donc des instruments politiques et de gestion qui apparaissent non ancrés et qui résultent en inefficacité sur le terrain. Je laisse la parole à Michel. Merci. Merci Emmanuel. Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a tiré de manière un peu synthétique de ce numéro spécial? C'est que la diffusion de l'économie circulaire, bah, ça ne relève pas d'un simple transfert. L'économie circulaire dans le Sud global, c'est un processus qui est en reconfiguration, qui se traduit en fait par une appropriation, une adaptation aux contraintes locales. Et cette adaptation aux contraintes locales, en fait, les acteurs vont transformer cette économie circulaire pour en faire finalement une économie circulaire qui est hybride. Et cette économie circulaire qui est hybride va, dans certains cas, se heurter à des tensions, une résistance au niveau local lorsque des acteurs sont invisibilisés, lorsque des instruments ne sont pas pris en compte, lorsqu'il y a des questions de justice sociale qui ne sont pas intégrées. Et donc, cette économie circulaire qui est hybride va à nouveau être reconfigurée avec une réadaptation à ce contexte local qui va ensuite redevenir hybride. Et donc, on voit en fait que l'économie circulaire, dans le Sud global, c'est pas quelque chose qui est figé. C'est un concept en fait qui est en constante reconfiguration. Et c'est ça qu'il faut retenir. C'est pas un élément qui est figé. Et donc ça nous a amené à des réflexions autour des perspectives de recherche et d'action. Deux types de perspectives. D'abord, d'un point de vue théorique, on pense qu'il est important d'approfondir les travaux de recherche autour de la circularité endogène. Vous savez, cette circularité qui est présente, qui est non intentionnelle, mais qui existe. Qui donne lieu aussi à des innovations sous contrainte de ressources. On pense également qu'il faut aller plus loin dans l'analyse du rôle que peuvent jouer des formes organisationnelles collectives pour lever ces contraintes. Donc ça, c'est sur la dimension théorique. Ensuite, sur la dimension un peu plus empirique, sur la manière dont on peut mesurer cette circularité. Donc, on pense qu'il faut aller plus loin sur les indicateurs de mesure qui soient adaptés au contexte contraint et qui puissent prendre en compte les co-bénéfices, pas uniquement des analyses avec des indicateurs d'analyse de flux de matière, mais voilà, des analyses qui prennent en compte des bénéfices sociaux, par exemple, des indicateurs autour de, par exemple, l'autonomisation des femmes, la résilience territoriale. Voilà, autant d'indicateurs qui dépassent finalement les cadres standards. Et aussi la manière dont on peut aussi rendre compte des pratiques qui sont invisibilisées. Donc, tout ça, ça emmène en fait aussi à des orientations pour les décideurs publics. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement pour appuyer, soutenir cette économie circulaire au Sud global? Donc, on a identifié 3 principaux enjeux.
des enjeux en matière de justice sociale, c'est de reconnaître les acteurs informels qui jouent un rôle essentiel dans la circularité aussi. Des enjeux en matière de gouvernance, c'est-à-dire éviter l'imposition d'un modèle, mais plutôt soutenir des dynamiques qui sont existantes. Et puis des instruments aussi qu'il faut adapter, comme je l'ai dit précédemment, en prenant en compte les savoir-faire locaux. Et puis je vais terminer sur ce qu'on a pu retenir finalement tout au long de ce numéro spécial, c'est que l'économie circulaire dans le Sud global, c'est un modèle qui est en tension, qui est non universel, qui est profondément contextualisé, qui se diffuse par reconfiguration et qui, en termes de gouvernance, on a une gouvernance qui est aussi en reconfiguration et qui doit prendre en compte, articuler de manière simultanée les acteurs, les contextes et les instruments. Et je suis encore dans le rouge. Merci beaucoup pour la présentation. Donc, on va passer à la période de questions. On a 5 minutes. Alors, Cécile. Michel, Michel et Emmanuel, vous parlez d'hybridation. C'est amusant parce qu'hybridation, c'est un concept dans les perspectives décoloniales. C'est-à-dire, oui, dans les perspectives décoloniales, c'est une manière de reconnaître que les savoirs, par exemple nord-américains ou européens, qui ont colonisé un certain nombre de territoires comme l'Afrique, ben, les territoires locaux se sont adaptés, ont résisté au changement. On ne peut pas complètement faire table rase des savoirs coloniaux. Mais ce qui est amusant, c'est que du coup, tu dis que, si on pousse le raisonnement, que l'économie circulaire aurait une vision coloniale, puisque tu parles d'hybridation. Non, parce qu'en même temps, il y a des mécanismes qui sont endogènes et qui sont existants. Et lorsque des politiques arrivent avec une vision très normée de l'économie circulaire et que les acteurs et des décideurs publics tentent d'imposer ces modèles-là, eh bien, les acteurs de terrain reçoivent ces normes-là, mais les réadaptent à leurs contraintes personnelles, à leurs contraintes locales. Et donc, on n'a plus cette forme de circularité qui est normée, mais qui est transformée pour être finalement une économie circulaire qui est hybride, qui est adaptée profondément à la contrainte locale. C'est super intéressant. Voilà. Emmanuel, est-ce que tu veux compléter ou rajouter quelque chose? Non, je trouve que c'est super clair ce que tu viens de dire et j'avoue, quand on avait écrit, je me remets lorsqu'on avait écrit l'appel à contribution, finalement, c'était un peu notre crainte, quoi, de voir, de plaquer finalement un concept à des réalités locales, euh, dans une démarche, oui, effectivement, un peu ancienne là, mais finalement on a été assez surpris par la vitalité des initiatives locales et effectivement la créativité des acteurs pour adapter les pratiques, euh, même si elles se revendiquent pas finalement de l'économie circulaire là. Je pense que l'enlignement sur l'économie circulaire, elle vient finalement des politiques publiques et des ONG également qui font ce travail-là de c'est ça, qui répondent aux exigences de bailleurs de fonds, etc. Donc ça a été pas mal documenté dans la littérature, mais c'est pas un frein finalement à l'innovation frugale, là, comme on l'a pu le voir. Merci, Emmanuel. Oui, Raphaël. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question encore une fois pour cette dynamique entre l'économie circulaire prescrite, vécue, explicite, implicite, exogène, endogène, qui est, je crois, quand même un phénomène plus large. Non? Ici au Québec, moi je travaille un peu sur des coopératives. Là, on peut souvent aussi dire, OK, c'était circulaire, même si personne n'a jamais utilisé le mot. Et donc, la question, c'est quoi un bon processus de juger ou de comprendre, on va s'approprier de la langue de solidarité, quelque chose qui est appelé solidarité vécue, mais les acteurs n'utilisent pas le mot. Donc, comment vous avez utilisé cette processus de dire, OK, c'est vécu, mais ils n'utilisent pas le mot. Donc, c'est quoi cette traduction de comment on va bien faire ça? En fait, pour pouvoir savoir
pour se rendre compte qu'on est sur de la circularité, pour regarder aussi les bénéfices, les co-bénéfices qui sont portés par les acteurs. Si les pratiques sont présentes, ne sont pas nommées comme dépendent de la circularité, mais qu'on a conscience que ça sort de la zone d'une très grande précarité, là, typiquement, on est dans de la circularité parce que les acteurs, finalement, se débrouillent avec une contrainte. Ils sortent en fait de l'extrême pauvreté et ils arrivent voilà, à créer une valeur économique, une valeur sociale autour de quelque chose qui, finalement, pour lequel ils se débrouillent. Donc là, on est dans la circularité un peu jeune. C'est vraiment pour... Je comprends cette question, c'était plutôt, ok, nous, on peut l'analyser comme ça. Oui. Est-ce qu'on a besoin de quelque chose comme un processus où ces acteurs disent oui, c'est circulaire? Oui. Il y a une appropriation oui, parce que c'est ça un peu l'enjeu. C'est important parce qu'à un moment donné, les acteurs, ils peuvent combien de fois se débrouiller, mais à un moment donné, ils ont besoin d'être soutenus par les décideurs. Et si on ne nomme pas que ces mécanismes-là sont de la circularité, bah, en fait, on ne peut pas les aider, on ne peut pas les appuyer, les aider en fait à monter en échelle et à amplifier ces mécanismes-là. Donc oui, c'est important de nommer, d'identifier pour pouvoir s'appuyer. Oui. Oui, je suis désolé. La lumière, Ouais, elle est éteinte. On va passer à la prochaine. Juste un petit mot parce que oui. Bon, merci.